Oui, oui, il y a un changement, sincèrement, puis c'est un changement qui est encourageant. Premièrement, moi, je rêve du jour où, au Parlement, à Québec, on aura une représentation de femmes qui sera égale à la représentation des femmes dans notre société. C'est-à-dire que les femmes représentent quoi, 50 de la population au Québec? Facilement, on souhaiterait oui. bien que ça puisse se refléter à l'intérieur du nombre de députés qui occupent des sièges à l'Assemblée nationale. Actuellement, on est quoi, 25 à peu près? Là, je fais un chiffron. C'est sûr que si vous regardez l'évolution de la présence des femmes sur la scène provinciale depuis, je ne sais pas moi, 40 ans, 30 ans, c'est sûr que ça s'est évolué, mais c'est sincèrement un rythme qui, à mon sens, pas suffisant. Et c'est sûr que, premièrement, il y a une différence fondamentale, je pense, depuis 10 ans, moi je l'ai constaté entre un homme et une femme en politique. Bon, premièrement, les champs d'intérêt sont différents. Ouais. La façon de faire de la politique est très différente. Ah oui? Oui, la façon de faire de la politique est différente. Puis l'image que les gens utilisent, c'est la période de questions. C'est souvent très viril. Hein? Puis l'image qu'on a, c'est les rings de boxe et puis le combat de coq un peu. Puis on se disait, dans le fond, s'il n'y avait que des femmes sur le plancher du Salon Bleu, la dynamique serait très, très différente. Les femmes ont une approche qui est souvent consensuelle. On aborde des choses différemment. Alors, oui, on parle beaucoup de cette dimension-là. Et le fait aujourd'hui que le premier ministre du Québec, M. Charest, ait décidé d'avoir un conseil des ministres paritaire, c'est-à-dire composé à égalité d'hommes et de femmes, ça a vraiment frappé l'imaginaire, ça. Et ça a frappé l'imaginaire à un point tel que les gens je pense, la population a vraiment accroché positivement cette idée-là de voir plus de femmes à l'avant-scène et des femmes qui ont des responsabilités importantes dans un gouvernement. Absolument. Et les gens aiment ça. Moi, les gens m'en parlent, les gens disent, écoutez, on vous regarde les femmes, vous êtes compétentes, vous êtes solides, vous avez de l'assurance, de la confiance en vous. Puis M. Charest nous dit toujours, écoutez, laissez-vous jamais dire que vous êtes au Conseil des ministres parce que vous êtes une femme. Vous êtes au Conseil des ministres parce que vous êtes compétente. Et dans ce sens-là, si on peut, d'une certaine façon, inspirer d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes à dire, bien, go, allez-y les filles, tu sais, laissez-vous pas, dans le fond, détourner par toutes sortes de, de commentaires ou allez-y, foncez, parce que je pense que les femmes doivent investir les lieux de décision. Je vous parle de la politique provinciale, mais ça vaut pour tous les autres. Ça vaut à tous les paliers, absolument. Et je dis toujours souvent la blague. Bien, en fond, c'est pas une blague quand j'y pense. L'avenir appartient aux femmes. Parce que je pense, puis la population est prête aussi à se regarder sur la scène internationale. Il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de présidente, de premier ministre. Et je pense qu'il y a comme un contexte. Puis il y a une question de génération aussi, parce qu'on a la jeune génération qui pousse, pour elle, la notion d'égalité, d'équité, c'est pas une notion qui relève de la fiction, là. Ça fait partie de leur quotidien, ça. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on a la responsabilité de mousser ces valeurs-là qui sont fondamentales aujourd'hui dans notre société, là, en 2008. Mais il y a cette génération-là aussi au Parlement. Valois, lui. Oui, exactement. Oui, là-dedans aussi, Sébastien Plante. Exactement. Tu sais, on a une conception différente de la politique, là. Et pour nous, dans le fond, contrairement à d'autres générations, c'était la partisanerie à tout prix, tu sais. Nous, on est prêts à faire des compromis pour faire avancer, dans le fond. C'est comme si on défendait des intérêts supérieurs à... C'est pas comme si souvent on défend des intérêts supérieurs aux idéologies ou à la partisanerie. Je pense qu'il y a une génération d'hommes et de femmes politiques qui ont plus de facilité avec ça maintenant, aujourd'hui. C'est ce que je pense. Pour l'expérimenter, là. J'ai des collègues qui sont au caucus depuis longtemps et qui sont plus partisans, là, Je suis pas naïve, je me dis que pour certains, c'est difficile à concevoir qu'une fille de la Gaspésie puisse effectivement devenir ministre de la métropole. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne mettons, des grands centres qui pourrait s'occuper des régions, ça peut-être que... Oui, qu'on l'a vu, puis personne s'en offusquait, oui, effectivement, ça pourrait passer un petit peu mieux. Alors, mais malgré tout cet environnement-là, j'ai quand même travaillé, je travaille quand même depuis 3 ans pour justement mieux soutenir la métropole. Lorsqu'on parle de métropole, c'est du grand territoire métropolitain, évidemment. C'est pas juste Montréal, hein, c'est les 82 municipalités membres de la communauté métropolitaine. C'est tout un gouvernement qui est au service de la métropole. Parce qu'on ne peut pas nier que c'est quand même une force économique extraordinaire pour le Québec, là. Montréal et la métropole contribuent pour 50 du produit intérieur brut québécois, là.
C'est 1,6 million de citoyens juste sur l'île de Montréal. C'est la moitié de la population du Québec sur le territoire du Montréal métropolitain. Fait qu'on ne peut pas nier cette réalité-là. Alors, dans ce sens-là, notre volonté depuis 2003, ça a vraiment été de dire comment on peut, par des gestes concrets, faire rayonner davantage Montréal pour le bénéfice de tout le Québec en même temps et puis des régions. Et au Québec, on a constaté au fil des années qu'il y a une fracture qui s'est formée, mais en même temps, il y a un fossé aussi qui s'est creusé avec les années entre Montréal et ses régions. Puis quand je dis Montréal et ses régions, là, les régions comprennent la capitale nationale, oui, qui est Québec. Montréal est un pays en soi. Exactement, qui répond à d'autres dynamiques, à d'autres réalités. Oui. Donc, il faut travailler à l'élaboration d'une nouvelle solidarité. Et le fait qu'on ait créé nos conférences régionales des élus, on assoit tout ce beau monde-là autour d'une même table qui s'appelle la table Québec-Région, que je préside. Et ça nous a permis, au fil des mois et des années, ça a permis aux gens de comprendre leurs réalités respectives et de les respecter également. Et ça, c'est fondamental parce qu'on peut bien décrier telle ou telle situation dans telle ou telle région, mais le fait qu'on comprenne mieux la réalité, ça nous permet de mieux l'accepter, accepter les différences. Alors, nous, on travaille sur une base de la reconnaissance des spécificités des régions et de la métropole, et on se dit, dans le fond, évitons de mettre les uns les autres en opposition, travaillons plutôt sur les forces de chacun, puis essayons de développer des complémentarités entre les régions. Parce que si vous allez sur le territoire de Montréal, écoutez, il y a plein de gens des régions qui vivent à Montréal, oui, qui ont encore une appartenance extraordinaire pour la région d'origine. Alors, on se dit, il y a comme un terreau fertile, là, justement, pour voir naître un nouveau dialogue une nouvelle solidarité entre les régions et Montréal. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est non seulement dans le discours qu'on peut arriver à changer les mentalités, mais c'est aussi dans les actions, dans les gestes qu'on peut poser. Qu'est-ce que tu dirais aux citoyens que je suis? En tout cas, je me mets à la place qui dit un gouvernement minoritaire, ça va bien. Ça donne des résultats. Est-ce que toi, tu trouves que ça vous a mis des bâtons dans les roues ou tu te dis, bon, ça a des avantages? Bien, écoute, tout parti politique qui souhaite former le gouvernement souhaite que ce soit un gouvernement majoritaire. C'est sûr qu'on espère un autre résultat à l'élection de 2007. Il y a un an de ça, un peu plus d'un an de ça, on espère un autre résultat. Bon, on a eu un choc, sincèrement, en apprenant qu'on formait un gouvernement minoritaire. Donc, premièrement, ça veut dire quoi? Ça implique quoi être minoritaire? Donc, il a fallu faire un apprentissage de nouvelles dynamiques à l'Assemblée comme gouvernement. Donc, sincèrement, je pense que tout ça, en bout de ligne, nous a avantagés. Bien, quand je dis nous, je parle à la fois du gouvernement, mais aussi pour les citoyens, sincèrement. Mais je ne te cacherai pas qu'on souhaite un jour devenir un gouvernement majoritaire. Ça ne peut pas être contre la vertu. C'est ça. Ouais. Mais dans le fond, on fait les choses parfois plus lentement. C'est un petit peu plus long. Mais ça force le gouvernement à faire des compromis. Puis les oppositions, ça fait des compromis. Parce que dans le fond, nous, on est minoritaires. Fait que la balle est souvent dans le camp des deux partis. Oui. Là, on se retourne vers la DQ, vers le PQ, vous dites, bien là, vous pensez quoi, là? Vous situez à quel niveau? Depuis 30 ans au Québec, si on regarde l'histoire du développement régional, on a fait des pas de géant, sincèrement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on a tenté de changer la culture, en tout cas, si je peux le dire comme ça, on a tenté de changer la culture gouvernementale quant aux relations Québec-région. La relation très centralisatrice qui a teinté les rapports entre les régions et le gouvernement depuis 30 ans, bien, on tente de casser cette dynamique-là. C'est difficile parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un État centralisateur qui contrôle à partir de Québec plutôt que de faire confiance aux régions. Mais nous, on a été élus en 2003 sur la base d'engagements pris à l'endroit des régions. Puis d'ailleurs, j'ai été mise à contribution pour la rédaction de la plateforme à l'époque, qui s'appelait « Faire confiance aux régions ». 5 ans plus tard, c'est toujours un thème qui est d'actualité, faire confiance aux régions. Alors, on a posé des gestes, en fait, concrets depuis 2003. On a changé la gouvernance sur le plan régional en impliquant davantage les élus municipaux sur la base d'un principe... La conférence des élus, entre autres, oui. La mise en place des conférences régionales des élus. Puis pour nous, il y a un principe fondamental qui nous anime, c'est celui de l'imputabilité. De la part des élus, on se dit, écoutez, les régions revendiquent plus de pouvoir, plus de marge de manœuvre financière, mais elles doivent aussi assumer les choix qu'elles font. Alors, on s'est organisé donc pour à la fois confier des nouvelles responsabilités, mais aussi confier des nouveaux leviers financiers.
Le défi démographique, à mon sens, c'est un des plus grands défis. C'est pour ça que les régions déploient énormément d'énergie pour permettre aux jeunes, aux familles de venir s'établir chez elles. Et puis, il y a des histoires à succès extraordinaires.